Dans cette vidéo, on va revenir sur trois notions qui sont hyper importantes en chimie. La notion de quantité de matière, la notion de concentration et la notion de dosage spectrophotométrique, qu'on appelle aussi dosage colorimétrique. Alors on commence par la quantité de matière. Dire la quantité de matière, en fait, c'est compter. Et compter, c'est un truc que vous faites tous les jours, quasiment à chaque instant. Par exemple, je suis sûr que la première chose que vous avez fait avant de lancer la vidéo, c'est regarder combien de temps elle durait. Peut-être que vous avez aussi regardé combien de gens l'avaient regardé. Compter, vous le faites aussi par exemple quand vous avez un paquet de bonbons, vous comptez les bonbons à l'intérieur. Bref, compter, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, en chimie, évidemment, on va aussi compter. Alors, on va pas compter le nombre de crocodiles qu'on a dans un paquet. En chimie, on va compter le nombre d'atomes, le nombre de molécules, le nombre d'ions qu'on a dans un échantillon. Et évidemment, ces atomes, ces molécules, ces ions, c'est des choses qui sont toutes petites, tout petits, et donc forcément leur nombre va être gigantesque. Et donc pour s'aider un petit peu, pour se représenter un peu leur nombre, on va parler non pas, on va pas compter les atomes individuellement, mais on va les ranger dans des paquets. Hein, c'est un petit peu comme avec les bonbons. Vous dites pas je vais acheter 25 bonbons, vous dites je vais acheter un paquet de bonbons. Vous dites pas je vais acheter 50 bonbons, vous dites j'ai acheté deux paquets de bonbons. Vous dites pas je vais acheter 75 bonbons, mais vous dites je vais acheter 3 paquets de bonbons. Et ben pour les atomes, les molécules et les ions, c'est pareil, sauf que les paquets, ce ne sera pas des paquets de 25, ça va être des paquets de 602 x 10 23. Donc c'est un nombre énorme, hein. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Donc c'est un 6 en fait, à peu près, avec 23 zéros juste après. Donc c'est un nombre gigantesque. Et ce paquet-là, on lui donne un nom, donc ça, on appelle ça un paquet de bonbons. En chimie, un paquet de 602 x 10 23 quelque chose, on appelle ça une mole. Et donc, quand on dit ah bah tiens, j'ai 3 moles d'or, ça veut dire quoi en chimie? Ça veut dire que vous avez 3 fois 602 fois 10 23 atomes d'or. Si vous avez 0,5 moles d'or, ça veut dire que vous avez 0,5 pardon, fois 602 fois 10 23 atomes d'or. Donc la formule, la définition si vous voulez de petit n c'est la quantité de matière, c'est le nombre de moles, le nombre de paquets de 602 fois 10 23. C'est ici, c'est le nombre d'atomes que vous avez, divisé donc par votre référence, 602 fois 10 23. Alors cette formule, pour calculer le nombre de moles, le nombre de paquets, on va quasiment jamais l'utiliser. Pourquoi? Parce que le nombre d'entités, le nombre d'atomes, on le connaît quasiment jamais. Donc dans les exercices, on va tout le temps vous demander de calculer le nombre de moles, et pour ça, vous allez donc utiliser d'autres formules. La première formule que vous allez utiliser, c'est la formule suivante, hein, c'est petit n égale V sur Vm. Alors Vm c'est le volume molaire, et donc quand est-ce que vous allez utiliser cette formule? Bah, dès que vous avez un gaz. Donc si vous voyez le mot gaz écrit en exercice, ou si vous voyez que dans les données on vous donne Vm, le volume molaire, tout de suite vous pensez à utiliser cette formule. Alors le volume molaire c'est quoi? Il est donné dans l'énoncé, hein, il est de 24 litres par mol. Quand vous êtes à 20 degrés dans des conditions normales de pression et de température, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous avez une mol de gaz, donc ça veut dire 6,02 x 10 23 molécules de gaz, et ben ces molécules elles vont occuper un espace de 24 litres. Ça veut dire quoi? Si vous avez 2 moles de gaz, donc deux paquets de 6,02 x 10 23 atomes de gaz par exemple, et ben ça va occuper 48 litres. Donc voilà, dès que vous avez un gaz, tout de suite vous pensez à cette formule. Mais finalement, les gaz, on les étudie assez peu en chimie, hein, parce qu'ils prennent tout l'espace disponible, c'est difficile de les manipuler, et donc cette formule, voilà, elle va intervenir, mais relativement rarement. La formule qu'on va tout le temps utiliser, c'est la suivante, c'est petit n, donc le nombre de moles, la quantité de matière, c'est petit m sur grand M. Alors pourquoi on utilise tout le temps cette formule? Parce que dans cette formule intervient la masse, et ça, la masse, notamment pour les solides et les liquides, c'est quelque chose qui est très très facile à mesurer. Donc c'est une formule qu'on va énormément utiliser. Alors grand M, c'est quoi? Grand M, c'est ce qu'on appelle la masse molaire, donc elle s'exprime en grammes par mol. Le petit moins 1, je vous rappelle que ça veut dire par, ça veut dire divisé, donc grammes par mol. Qu'est-ce que ça veut dire grammes par mol? Bah, ça veut dire que si vous prenez une mol d'une matière, la masse molaire va vous dire combien ça pèse. Donc, comment on la calcule cette masse molaire? Donc, pour calculer la masse molaire, c'est très facile, vous avez besoin de peu d'informations. Vous avez besoin de deux choses pour calculer une masse molaire. Vous avez besoin de la formule de la molécule, ou de l'atome, ou de l'ion que vous étudiez, et vous avez besoin d'un tableau périodique. Alors, avec un exemple, ça va être plus clair. Si je vous demande par exemple de calculer la masse molaire d'une molécule qui s'appelle C2H4, bah, cette masse molaire, c'est quoi? Et il faudra toujours présenter les calculs ainsi, hein. C'est 2 fois la masse molaire du carbone, parce qu'il y a 2 carbones dedans, plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. Dans le tableau périodique, on trouve que la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol, donc 2 fois 12 plus 4 fois 1, ça fait 28 grammes par mol.
Ça veut dire quoi? Si vous prenez 6,02 x 1023 molécules de C2H4, donc une mole de C2H4, ça va peser 28 grammes. Si vous en prenez 2 moles, bah ça va peser le double, c'est-à-dire 56 grammes. Donc cette formule, vous allez l'utiliser dès que vous voyez qu'on vous parle de masse dans l'énoncé, ou dès que vous voyez une formule, parce que dès que vous avez une formule, vous savez que vous pouvez calculer la masse molaire. Alors il y a quand même un petit piège parfois qui est posé dans les exercices, c'est que la masse, alors parfois elle est donnée directement, on vous dit on a pris 3 grammes de sucre, 3 grammes de sel, mais parfois on essaye de vous cacher cette information, et au lieu de vous donner la masse, on vous donne plutôt un moyen de la calculer. Et notamment, on vous donne la masse volumique. Alors si vous voyez la masse volumique qui est donnée comme information dans les exercices, pensez toujours que la masse volumique, elle vous permet de calculer la masse grâce à la formule suivante. La définition de la masse volumique, c'est masse divisée par volume. Et donc si le divisé par V, je le passe de l'autre côté, on voit que la masse, finalement, c'est quoi? C'est la masse volumique fois le volume. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans un exercice, vous avez le volume et la masse volumique, bah, vous pouvez calculer la masse. Et si vous pouvez calculer la masse, vous pouvez calculer le nombre de moles à l'aide de cette formule. Alors, dans les exercices vraiment les plus difficiles, on vous cache la masse, on vous cache la masse volumique, mais en fait, on vous donne un moyen de calculer la masse volumique. Et donc, dans ces cas-là, c'est la densité qui est donnée. Et dans ce cas-là, il faut se rappeler que la densité, c'est quoi? La densité d'un objet, c'est la masse volumique de l'objet divisée par la masse volumique de l'eau. Donc si la masse volumique de l'eau, je le passe de l'autre côté, en fait, je me rends compte que je peux calculer la masse volumique en faisant densité fois masse volumique de l'eau, et la masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Donc dès que vous avez une densité, vous êtes capable de calculer une masse volumique. Si vous avez une masse volumique, vous êtes capable de calculer une masse. Et finalement, si vous êtes capable de calculer une masse, vous êtes capable de calculer un nombre de moles. Voilà. Donc ça, c'est les formules principales qu'on va utiliser pour calculer les nombres de moles. Simplement, en chimie, calculer parfois le nombre de moles, donc calculer le nombre d'atomes, de molécules ou d'ions, ça peut être important, mais parfois ça ne vous donne pas toutes les informations. Et vous allez comprendre très vite avec l'exemple suivant. Ici, j'ai pris deux récipients. Et dans ces deux récipients, donc il y en a un qui fait 1 litre, il y en a un qui fait 5 litres. Dans les deux récipients, j'ai mis la même quantité ici de petites boules vertes. Donc, par exemple, on peut se dire que les boules vertes ici, ça représente du sucre. Donc ici, j'ai la même quantité de sucre. J'ai le même nombre de moles de sucre dans les deux cas. Pourtant, vous imaginez bien que si vous goûtez cette eau-là, elle aura pas, si c'est de l'eau et du sucre, si vous goûtez cette eau-là, elle n'aura pas du tout le même goût que celle-là. Celle-là, elle aura un goût beaucoup plus sucré que celle-là. Pourtant, la quantité de sucre, c'est la même. Donc on se rend compte qu'en chimie, finalement, compter, c'est bien, mais parfois ça explique pas tout ce qui se passe. Et donc en chimie, on introduit une deuxième grande notion qui est très importante, c'est la notion de concentration. En fait, des concentrations, il y en a de deux types. Il y en a de deux sortes. Elles vont contenir à peu près la même information, mais il y a quand même deux types de concentration. Alors, la première concentration, qu'on appelle CM, c'est la concentration en masse. La concentration en masse de soluté. Donc ici, mes petits ronds verts, on va dire que c'est du sucre. Donc la concentration en masse de sucre. Cette concentration en masse, CM, son unité, c'est les grammes par litre. Donc cette concentration, elle vous dit quoi? Elle va vous dire combien vous avez de grammes de sucre dans 1 litre de solution. On a aussi ce qu'on appelle la concentration en quantité de matière. La concentration en quantité de matière, ça peut l'être, c'est petit c, et son unité, c'est le mol par litre. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette information? Elle va vous dire, en fait, combien vous avez de moles de soluté, donc de moles de sucre, dans 1 litre de solution. Donc par exemple, dans le cas numéro 2, là, la concentration, elle vous dit, la concentration en quantité de matière, elle va vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe si vous prenez que 1 litre de cette solution? Et là, si je prends un petit bout là, des 5 litres, si je prends qu'1 litre, je me rends bien compte qu'il y a à ce moment-là moins de sucre que dans ma solution au départ. Donc la concentration va être plus faible. Donc, concentration en masse, grammes par litre, concentration, mol par litre. Alors, du coup, comment on calcule cette concentration en masse? Comment on calcule cette concentration en quantité de matière? Alors voilà les deux petites formules. En fait, c'est des formules qui se retrouvent tout de suite si on a compris l'unité. La concentration en masse, c'est des grammes divisés par des litres. Donc la concentration en masse, c'est une masse divisée par un volume, des grammes par des litres. Donc vous voyez que si vous retenez l'unité, grammes par litre, vous retenez en fait la formule. La concentration en quantité de matière, petit c, c'est des moles par litre, donc c'est petit n, des moles, divisé par grand V, des litres. Donc ça, c'est la définition de la concentration en masse, ça, c'est la définition de la concentration en quantité de matière. Ces deux concentrations sont reliées par une formule, une troisième formule, qui est Cm égale C fois grand M. Donc là, on arrive finalement, on se rend compte que pour réaliser n'importe quel exercice de chimie,
on a besoin en fait de 6 formules. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc il suffit que je vous donne 2 informations dans un exercice et vous pouvez calculer à peu près tout en utilisant ces formules. Une petite remarque qui est très importante, c'est que si on remarque l'unité de la concentration en masse, c'est les grammes par litre. Si on regarde l'unité de la masse volumique, hein, ici, c'est aussi des grammes par litre. Donc c'est deux choses qui ont la même unité. Il faut faire attention, ça ne représente pas du tout la même chose. Dans la masse volumique, en fait, masse divisée par volume, donc si je veux calculer par exemple la masse volumique de cette solution-là, et ben la masse, ça va être la masse de tout le liquide, là, donc de tout le solvant, toute l'eau en l'occurrence, plus la masse des petites boules vertes. Alors que quand je calcule la concentration en masse, la masse qui intervient ici, c'est simplement la masse des seules boules vertes. Donc je ne tiens pas compte de la masse de l'eau. Donc ça ne donne pas la même information. Une dernière chose, c'est que donc toutes ces formules, elles permettent de calculer concentration et quantité de matière quand vous avez des informations. Mais on peut aussi calculer la quantité de matière ou la concentration, finalement sans faire de calcul, mais simplement en faisant des expériences. Et trouver une quantité de matière ou une concentration via l'expérience, c'est ce qu'on appelle faire un dosage. Et donc dans la fin de la vidéo, je vous parlerai du dosage spectrophotométrique. Alors, j'ai dit beaucoup de choses, mais concrètement, comment on fait dans les exercices? Alors quand vous avez un exercice, le premier truc auquel il faut être hyper attentif, c'est les conversions. Hein, il faut bien que vous vous assuriez que toutes les données qu'on vous donne, vous les mettiez dans les unités internationales. Donc il faut que les volumes, si par exemple on vous le donne en millilitres, pensez à le convertir en litres. Si vous avez une masse en kilos, pensez à la mettre en grammes. Donc ça, on fait attention aux conversions. Une fois qu'on a fait attention aux conversions, il faut faire attention aux unités. Hein, chaque fois que vous écrivez un chiffre, pensez à l'unité. Et il faut penser aux lettres. En fait, quand vous lisez un énoncé, si vous voyez par exemple qu'on vous dit 3 moles par litre, tout de suite dans votre tête, vous dites, ah tiens, mol par litre, c'est une concentration en quantité de matière, et la concentration en quantité de matière, c'est quelle lettre? C'est petit c. Si je vous dis petit c, vous devez tout de suite penser à concentration en quantité de matière, et tout de suite penser à mol par litre. Si vous voyez des grammes par litre, vous pensez soit à concentration en masse, soit à masse volumique, soit à cm, soit à rho. Si vous lisez grammes par mol, tout de suite vous pensez à masse molaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dès que vous voyez une formule, vous devez penser ah tiens, à mon avis, il va falloir que je calcule la masse molaire. Alors maintenant, imaginons que dans un exercice, on vous demande de calculer une quantité de matière. Vous savez que la quantité de matière, c'est petit n. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est sur votre brouillon, au début du contrôle, vous écrivez toutes les petites formules qu'on a vues dans la page précédente. Et parmi donc toutes ces formules, vous allez chercher toutes les formules où la lettre n apparaît. Donc dans mon cas ici, quelles sont les formules où la lettre n apparaît? Il y a celle-ci, 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 celle-ci ou celle-ci. Ah, ça c'est la petite astuce pour calculer petit n. Donc là finalement j'ai le choix entre toutes ces formules-là. Et là se pose la question du coup laquelle je vais utiliser. Et bien laquelle vous allez utiliser, ça va dépendre de l'énoncé. Donc par exemple ici, je vous ai fait un petit dessin d'un récipient qui contient des petits boules bleues, et je vous donne deux informations. Ici je vous mets 300 ml, donc ça tout de suite vous savez que c'est un volume. Et ici, vous avez les petites boules bleues, je vous donne l'information sur les boules bleues, je vous donne 3 moles par litre. 3 moles par litre, on se rappelle, hein, ça veut dire une concentration en quantité de matière, ça veut dire petit c. Donc là, ça veut dire que les deux données que je vous donne, c'est C et CV. Et moi, je vous demande de calculer petit n. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez parmi toutes les formules qu'on avait écrites ici, dans quelle formule apparaît la lettre N, la lettre C et la lettre V. Et la formule en question, c'est celle-ci. Donc dans ce cas-là, vous allez chercher à calculer petit n grâce à cette formule. Donc il suffit juste de réécrire cette formule, le diviser par V, je le passe de l'autre côté, et je me rends compte que petit n, c'est C fois V. Je fais attention aux conversions, je prends ma calculatrice et je trouve la réponse. Donc c'est toujours comme ça qu'on va procéder. Dans ce cas-là, il n'y a pas de secret, hein, pour y arriver, il n'y a qu'une solution, hein, c'est de s'entraîner, 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 faire des exercices, refaire des exercices, etc. etc. Ok, donc maintenant on va aborder la notion de dosage spectrophotométrique. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que je vous donne une solution, ici c'est une solution violette, on dirait même magenta, qui contient des ions permanganate. Et je vous demande, trouver la quantité de matière, petit n, ou trouver la concentration en ions permanganate dans cette solution. Alors dans ce cas-là, vous n'avez pas grand-chose comme info. Vous savez qu'elle contient des ions permanganate, dont vous pouvez trouver la formule, donc calculer la masse molaire. Vous connaissez peut-être à la rigueur le volume de la solution, mais en tout cas, voilà, si on connaissait juste ces deux informations, on peut utiliser aucune des 6 formules qu'on a vues au tout départ. Et donc il va falloir ruser pour déterminer la concentration ou la quantité de matière en ions permanganate. Hein, sachant que si vous trouvez petit n, vous pouvez calculer petit c, et inversement, si vous trouvez petit c, vous pouvez calculer petit n. Alors, comment on fait pour ruser? Quelle expérience on va faire pour déterminer n ou c?
cette expérience, c'est ce qu'on appelle le dosage spectrophotométrique ou dosage colorimétrique, parce que c'est un dosage qui va marquer sur toutes les solutions qui sont colorées. Alors dans spectrophotométrique, il y a le mot spectrophotomètre. Le spectrophotomètre, c'est un appareil que vous allez utiliser en TP. Alors qu'est-ce que c'est un appareil, un spectrophotomètre? L'appareil, il est dessiné ici, de manière simplifiée. En fait, un spectrophotomètre, en fait, c'est une lampe. Mais c'est une lampe un peu particulière, c'est une lampe qui est capable d'envoyer des lumières de différentes couleurs. Donc ça veut dire que vous pouvez régler la lampe pour qu'elle envoie du rouge, vous pouvez régler la lampe pour qu'elle envoie du jaune, du vert, du violet, du bleu, etc. etc. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est que dans cette petite cuve ici, on va placer notre solution ici en ion permanganate. Donc je vais mettre ma solution d'ion permanganate dans la petite cuve, et je vais lui balancer de la lumière. Et derrière cette petite cuve, j'ai ce qu'on appelle un photodétecteur. L'intérêt c'est quoi? C'est que mon appareil, il sait exactement quelle lumière j'envoie, mais cette lumière, quand elle arrive sur la cuve ici, elle a plusieurs options. Première option, elle traverse la solution. Deuxième option, la lumière, elle va être absorbée. Et donc mon photodétecteur, en fait, il va calculer combien de lumière a été absorbée. En fait, le photodétecteur, il sait exactement combien j'ai envoyé de lumière au départ, il sait combien de lumière il reçoit, et du coup, en comparant les deux, il va savoir exactement combien il y a de lumière qui a été absorbée. Et il va nous sortir un chiffre. Ce chiffre, c'est ce qu'on appelle l'absorbance. En fait, l'absorbance, qu'on appelle grand A, c'est un nombre sans unité supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spectrophotomètre, il va me dire, ah bah tiens, quand j'envoie de la lumière rouge, l'absorbance, elle vaut 0,28. Ah tiens, quand j'envoie de la lumière bleue, l'absorbance, elle va être de 1,22. Et en fait, plus ce chiffre est grand, plus ça veut dire que la lumière, elle est absorbée. Alors l'idée, c'est quoi? Quand on utilise un spectrophotomètre, c'est que je vais mettre ma solution en ion permanganate et je vais lui balancer à tour de rôle toutes les couleurs. Je vais lui balancer d'abord le rouge, je regarde l'absorbance, ensuite le jaune, je regarde l'absorbance, ensuite le violet, je regarde l'absorbance, etc., etc. Et ça va me permettre de tracer ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Donc ici, c'est le spectre d'absorption en ion permanganate. Et donc ce spectre, il me dit quoi? Là, en l'occurrence, il me dit que quand j'ai envoyé du violet et du bleu, l'absorbance, vous voyez qu'elle était très faible, 0,1. Ça veut dire que le violet et le bleu sont passés très facilement à travers la solution. Il n'y a presque rien qui a été absorbé. Alors que pour le vert qui a une longueur d'onde de 525 nanomètres, je me rends compte là que l'absorbance elle est énorme, elle est de 1,9. Ça veut dire que quasiment tout le vert a été absorbé. Et puis je vois que le rouge, là encore, il a été peu absorbé. Alors, à quoi ça sert d'avoir ces informations? Dès que vous avez en exercice comme ça un spectre d'absorption, dites-vous tout de suite que ça va vous permettre de faire deux choses. La première chose que ça vous permet de faire ce genre de spectre, c'est d'expliquer la couleur d'une solution. On a dit que les ions permanganates, ils avaient tendance à générer une couleur légèrement violette, légèrement magenta, mais on n'a pas dit pourquoi. En fait, c'est ce spectre qui va nous le dire. Comment on fait? En fait, on va essayer de repérer le pic d'absorption, c'est-à-dire là où l'absorbance est la maximale. Ici, l'absorbance elle est maximale pour quelle couleur? Le violet, pour 525 nanomètres. Et donc on va utiliser le cercle chromatique. Ici, on va chercher où se trouve 525 nanomètres. Évidemment, c'est dans le vert ici, c'est la même couleur là que là. Et en fait, pour expliquer la couleur d'une solution, on va dire qu'une solution qui absorbe le vert, sa couleur, c'est le complémentaire du vert. Et quelle est la couleur complémentaire du vert? C'est la couleur qui est à l'opposé dans le cercle chromatique, c'est-à-dire le magenta. Et donc pourquoi cette solution elle est magenta? Pourquoi elle est violette? Parce qu'elle absorbe du vert. Si je prends une autre solution, par exemple une solution de sulfate de cuivre, la solution de sulfate de cuivre, si on regardait ici à quoi ressemblerait la courbe, elle ressemblerait comme ça avec une cloche, et l'absorbance maximale, elle serait sur le rouge. En fait, les solutions de sulfate de cuivre, elles absorbent énormément le rouge. Donc je regarde sur mon cercle chromatique, la solution de sulfate de cuivre, elle absorbe le rouge, sa couleur, c'est donc le complémentaire du rouge, et donc c'est le cyan, le turquoise. Et effectivement, les solutions qui contiennent du sulfate de cuivre sont bien cyan. Donc retenez bien, dès que vous avez ce genre de graphique, repérez lambda max, donc la longueur d'onde à laquelle l'absorption est maximale, et ça vous permet d'expliquer la couleur d'une solution. Alors les spectrophotomètres, ça permet aussi de faire des dosages, et notamment des dosages spectrophotométriques. Alors le dosage, c'est un mot que vous avez découvert en seconde, notamment avec ce qu'on appelle les dosages par étalonnage. Alors qu'est-ce que c'est un dosage par étalonnage? En fait, vous avez votre solution inconnue, vous ne savez pas grand-chose, et donc vous la mettez complètement de côté. Vous l'oubliez votre solution inconnue, vous la rangez quelque part. Et ce que vous faites, en fait, vous allez préparer plein de solutions étalons, d'où le mot étalonnage, plein de solutions de référence, des solutions qui contiennent des ions permanganate. Et quand vous préparez cette solution, vous faites très attention à un truc, c'est que vous les préparez en connaissant très bien la quantité d'ions permanganate que vous avez mis, en connaissant parfaitement leur concentration du coup. Donc là, par exemple, moi j'ai préparé 6 petites solutions. Donc on voit que c'est des solutions qui contiennent des ions permanganate, parce qu'elles sont à chaque fois violettes, mais elles n'ont pas la même concentration en ions permanganate. La première ici, la concentration est très faible, puisqu'elle est très peu violette, alors que ma dernière solution, elle est très violette, elle contient sa concentration en ion permanganate est très élevée.
Et donc là, je vous ai donné quelques concentrations de quelques-unes de mes solutions. Je vous dis par exemple que la solution numéro 2 ici a une concentration en ion permanganate de 1,2 fois 10-4 mol par litre. La solution numéro 3, une concentration de 3,6 fois 10-4 mol par litre, etc., etc. Et donc à quoi ça sert de faire ces solutions étalons? Une fois que vous les avez préparées, vous prenez votre solution inconnue. Et là, vous allez comparer la couleur de vos solutions aux autres. Et là, en l'occurrence, moi, ma solution inconnue, je me rends compte que son violet, il est un petit peu plus foncé que celui-là, mais un petit peu plus clair que celui-là. Et donc, j'en conclus, c'est ce que vous avez fait en seconde, que la concentration de ma solution inconnue, elle doit être comprise entre 1,2 fois 10-4 et 3,6 fois 10-4. Alors, je pourrais même dire, ah tiens, ce violet-là est plus proche de celui-là que celui-là, donc sans doute que la concentration, elle est plus proche de 3,6 que de 1,2 fois 10-4. Donc vous voyez que ce dosage par étalonnage, il vous permet d'avoir une bonne idée de la concentration. Mais c'était quand même pas quelque chose de très précis. Et pour avoir quelque chose de plus précis, on fait un dosage spectrophotométrique. Alors l'idée c'est quoi? L'idée, c'est que je vais encore oublier ma solution inconnue, je vais la mettre dans un coin, et je vais reprendre mes 6 solutions que j'ai préparées là. Et en fait, je vais les mettre à tour de rôle dans mon spectrophotomètre. Je vais commencer ici par la solution numéro 1, je la mets dans la cuve et je regarde l'absorbance. Alors je vais regarder l'absorbance non pas en envoyant toutes les couleurs, mais cette fois, je vais mesurer l'absorbance pour la longueur d'onde, la couleur la plus absorbée. Donc ici, en fait, je vais régler mon spectrophotomètre sur le vert, sur 525 nanomètres, et je vais balancer cette lumière sur ma première solution. Et je vais relever l'absorbance. Ici, moi, j'ai trouvé une absorbance qui valait 0,20 quand je mets ma première solution. Une fois que j'ai fait ça, je remplace la première solution par la deuxième, je rebalance mon verre et je regarde l'absorbance. Ici, j'ai trouvé 0,60. Je fais la même chose avec la solution numéro 3, la 4, la 5, et voilà toutes les absorbances que j'ai trouvées. Ça me permet de faire quoi, ça? Ça va me permettre de tracer un graphique qui représente l'absorbance en fonction de la concentration. Alors pourquoi j'ai travaillé à lambda max, c'est pour obtenir des mesures qui vont être plus précises. Petit truc à retenir ça. Alors une fois que j'ai obtenu mon graphique ici, avec mon absorbance en fonction de ma concentration, je remarque un truc très très particulier. C'est que si mes concentrations ne sont pas trop élevées, j'obtiens ici une belle droite qui passe par l'origine. Et vous, en mathématiques, en physique, dans toutes les matières, dès que vous avez un graphique avec une droite qui passe par l'origine, ça doit faire tilt dans vos têtes. Vous devez vous dire, ah, ça veut dire que les deux grandeurs, donc ici A et C, sont proportionnelles. Alors ça veut dire quoi que deux grandeurs sont proportionnelles? Ça veut dire que si la concentration est le double, l'absorbance est le double. Si la concentration est le triple, l'absorbance est le triple. Et ça, en fait, on l'avait vu tout de suite. Ici, quand j'avais une concentration de 1,2, mon absorbance était 0,20. Et quand j'ai triplé la concentration, quand j'ai passé de 1,2 à 3,6, mon absorbance, elle a bien été triplée. Donc ici, ce petit graphique, il me prouve que A et C sont proportionnels. En mathématiques, quand les deux grandeurs sont proportionnelles, on dit que A, c'est quelque chose fois C, et le quelque chose, on appelle souvent ça K en mathématiques. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de voir que A et C sont proportionnels? Et bien là, l'idée, elle est géniale. C'est que maintenant, je vais prendre ma solution inconnue, que j'avais oubliée jusqu'à maintenant. Je la mets dans le spectrophotomètre. Je mesure son absorbance. Moi, en l'occurrence, pour ma solution inconnue, j'ai trouvé ici une absorbance de 0,40. Et ben, je cherche sur mon graphique où se trouve 0,40. Donc c'est ici, là où il y a la flèche. Et je vais faire mon petit trait de construction et je vais regarder, ah tiens, à quelle concentration ça correspond 0,40. Et là, j'observe graphiquement que ma concentration, qui correspond à une absorbance de 0,40, c'est 2, c'est difficile à voir ici, 2,6 fois 10-4 mol par litre. Et donc là, graphiquement, j'ai deviné ma concentration. Alors vous remarquez que 2,6, c'est bien compris entre 1,2 et 3,6. Donc tout à l'heure, en comparant les couleurs, je ne m'étais pas trompé. Mais j'hésitais, je ne savais pas si c'était entre 1,2 et 3,6, la valeur précise. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus précis. Et donc ça, j'ai fait un dosage spectrophotométrique. Alors parfois, si on a le temps, au lieu de regarder graphiquement la valeur de la concentration, on peut la calculer, notamment en calculant le coefficient directeur de la droite, et on obtient encore un résultat dans ces cas-là qui est encore un petit peu plus précis. Donc voilà, retenez surtout le spectrophotomètre, comment on appelle ça, les spectres d'absorption, ils vous permettent d'expliquer la couleur d'une solution, et ils vous permettent de savoir à quelle longueur d'onde, à quelle couleur vous allez régler votre spectrophotomètre quand vous faites un dosage par étalonnage. Donc voilà, l'objectif de la vidéo, je crois qu'il est atteint. On a révisé ce que c'était une quantité de matière, une concentration, un dosage spectrophotométrique. Maintenant, c'est à vous de jouer, de vous entraîner. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.